Nicolas Jounin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, auteur du livre Chantier interdit au public, enquête parmi les travailleurs du bâtiment. Vous-même, vous avez travaillé en tant qu'ouvrier. Ces discriminations, vous les avez vous-même constatées sur les chantiers? Oui, c'est assez ancien. Ce que j'ai fait, c'était il y a 10 ou 15 ans. Je suis assez étonné de voir que pas grand-chose n'a changé apparemment quand on regarde cette affaire. Ce que ça montre, cette affaire, c'est qu'en plein cœur de Paris, dans les quartiers qui concentrent les lieux de pouvoir et les richesses, on a comme ça des travailleurs qui travaillent en dehors de tout, qui sont utilisés en dehors de tout cadre légal, sans des conditions élémentaires de sécurité, sans même être déclarés. Et ça montre, et c'est valable aussi pour le nettoyage, c'est valable dans l'aide à domicile, c'est valable donc sur les chantiers comme on l'a vu. Oui, ça fera sans doute jurisprudence, c'est ce que disait le sujet. Je rappelle, dans l'exposé des motifs, chaque groupe est prédestiné à certaines tâches, et cela non en fonction de ses compétences réelles, mais semble-t-il uniquement en fonction de son origine. Je pense que c'est clair, c'est une victoire juridique importante, une avancée dans la discrimination raciale systémique. Ce que ça rappelle tout d'abord ce procès, ce que beaucoup de gens en France ont tendance à oublier, c'est qu'on a beau être sans papier, on n'est pas sans droit. Et donc à partir du moment où on est embauché, on a le droit à être payé avec les minima conventionnels et légaux. On a le droit aussi de travailler dans des conditions de sécurité normales. Et donc c'est tout ça d'abord qui a été sanctionné. Et puis se rajoute effectivement cette notion de discrimination systémique. Et ça effectivement c'est une nouveauté tout à fait intéressante parce que pendant longtemps la discrimination, il fallait prouver l'intention de discriminer de la personne de l'employeur. Ensuite on a inventé au début des années 2000 la notion de discrimination indirecte, ce qui permettait de, par exemple à partir de statistiques en comparant avec ses collègues, de montrer qu'on n'a pas la même progression de carrière. La difficulté de ces situations, et c'est vrai encore une fois du nettoyage, de l'aide à la personne, des choses comme ça, c'est que en fait tout le groupe là de démolisseurs sur ce chantier d'un beau quartier parisien, tout le groupe de démolisseurs était composé de personnes dans la même situation et qui étaient maltraitées exactement de la même manière. Donc on n'avait pas de point de comparaison à partir duquel établir la discrimination. Et donc là, il y a une avancée effectivement du tribunal de prud'homme en reconnaissant qu'il y avait un système de discrimination ou une discrimination systémique au sens où du point de vue de la rémunération, du point de vue de la sécurité, du point de vue de la fermeture d'accès à la formation, à l'apprentissage, etc., il y avait un ensemble d'éléments qui enfermaient ces personnes-là dans un statut infériorisé qui les empêchait d'en sortir, en plus en s'appuyant sur leur vulnérabilité liée à leur absence de titre de séjour. Justement, parmi les autres motifs exposés, les responsables de la société mise en cause considéraient les travailleurs maliens comme des entités interchangeables et négligeables et les plaçaient ainsi en bas de l'échelle de l'organisation du travail. C'est la logique des Mamadou. On l'a entendu dans le sujet, c'est aussi ce que vous avez développé dans vos différents écrits. Là encore, effectivement, je suis étonné que aussi peu de choses aient changé, mais Mamadou, ou dire les Mamadou pour désigner collectivement un groupe de manœuvre ou de démolisseurs, c'était effectivement quelque chose de très courant sur les chantiers il y a 10 ou 15 ans, visiblement ça l'est encore. Et cette manière d'indifférencier dans l'imaginaire les personnes en question, c'est une manière aussi d'exprimer et de parachever le fait qu'on les rend interchangeables sur le terrain, qu'on les menace quotidiennement du licenciement s'ils se révoltent, ce qui rend leur démarche là d'autant plus intéressante et courageuse. Et il faut insister qu'ils ne sont pas sans droit, mais pour faire valoir leurs droits, il a fallu d'abord qu'ils osent se mettre en grève, alors qu'il y a évidemment la peur de l'arrestation et de l'expulsion, mais aussi que leurs paroles soient relayées par une organisation syndicale, en l'occurrence la CGT, par le défenseur des droits, par des avocats et in fine par le tribunal. Mais est-ce que ça veut dire que juridiquement, on en veut plus un employeur de sans-papiers qu'un employé sans-papier lui-même? L'infraction d'employé des sans-papiers, c'est celle de l'employeur. Eux-mêmes n'ont commis aucune infraction et ils ont été victimes de tout un tas d'infractions qui sont très nombreuses. Encore une fois, il y a la discrimination, mais le jugement est très très long parce que beaucoup d'infractions ont été commises à leur égard, notamment le fait de les mettre en danger. Après, effectivement, au-delà de cet employeur en particulier, qui d'ailleurs a fermé ses portes vu la situation dans laquelle il se trouvait, se pose la question si on pointe une discrimination systémique du système qui est derrière et qui a permis cette exploitation et cette discrimination sur ce chantier au quotidien. Se pose du coup la question aussi des politiques migratoires qui sont derrière et qui ont rendu ces personnes sans papier, puisque les politiques migratoires, ça n'entrave pas seulement la circulation des personnes, ça fabrique pas seulement des milliers de morts dans le Sahara et dans la Méditerranée chaque année, ça fait aussi que pour les personnes qui parviennent jusqu'au territoire français, elles sont reléguées dans un statut qui les contraint à accepter ce genre de conditions jusqu'à ce qu'elles osent de manière exceptionnelle. Évidemment. Nicolas Jounin, merci beaucoup. Le tabou des